Je vous présente tout de suite Sylvain Carl, il va être l'animateur de la table ronde. On va faire une quarantaine de minutes, 40-45 minutes. Sylvain a été instigateur et administrateur de plusieurs groupes techno-communautaires, dont Facile, Île Santé, l'Alliance numérique et Osmo, entrepreneur en série, VP Technologie et cofondateur depuis 2000 de Messagia Infrastructure, Praise Medium. Il est maintenant associé au fonds d'investissement Real Ventures et directeur général de l'accélérateur Founderfuel. Il a été auparavant, je reste sur ça pour la fin, c'est plus sexy, il a été auparavant Senior Developer Advocate chez Twitter à San Francisco. Alors c'est Sylvain Carl qui va vous présenter les panélistes. Merci. Bonjour à tous. C'est toujours bien de parler de Twitter parce que ça confirme que nul n'est prophète dans son pays, même juste en 140 caractères. Pour avoir été évangéliste. Je vous présente ce matin mes trois panélistes. Glenn O'Farrell, qui est au café. C'est bon, il est dans la salle, pardon, je parle un peu avant. Glenn O'Farrell, qui est président et chef de direction du groupe Média TFO. Glenn, bonjour. Jacinthe Plamondon-Aymon, qui est consultante du secteur de la musique. Et Clément Laberge, consultant pour le secteur du livre. Et c'est pas anecdotique qu'on a des présidents et des consultants et des consultantes ce matin. On va en parler un peu. D'entrée de jeu, mon rôle ce matin, c'est de m'assurer que mes panélistes ne sont pas trop complaisants. On s'est dit ensemble que si on était tous d'accord et que vous étiez tous d'accord avec nous, on n'aurait pas fait un bon travail ce matin. C'est là où on met la barre. Je commence peut-être juste avec quelques constats. Et après, je vais laisser à mes panélistes le loisir de se présenter et on entamera la discussion. On va jammer ensemble, on va jazzer, on va le faire à l'oreille. On s'est préparé quelques questions, mais juste la conversation qu'on avait auparavant me laisse à croire que 45 minutes, ça devrait passer assez vite. Premier constat, et je ne sais pas quel philosophe l'a dit de façon plus éloquente, mais dans la vie, toute chose est une opportunité et un défi. Comme par exemple, de faire un événement à la brasserie du Trou du Diable, c'est une opportunité à 10 h du soir et un défi à 6h30 le matin. 1 heure. C'est une opportunité de 10 à 1. Mais merci d'être là ce matin. Donc, je sais, c'est toujours difficile d'être le premier panel du matin d'après la veille. Le deuxième constat que j'aimerais vous présenter, j'ai eu la chance la semaine dernière de présenter un peu, de tenter de vulgariser le numérique auprès des artistes du Conseil des arts du Canada. Je dis toujours que je vais être le Uber Eats du numérique. Je travaille sur les cheveux et la barbe, ça sent bien. Un des constats, c'est que le futur est présentement incertain. J'ai quelques citations intéressantes. J'étais à Austin, à South by Southwest la semaine dernière, puis le panel de conclusion de South by Southwest, c'était Bruce Sterling, un auteur de science-fiction et un futurologue, qui disait que le futur, c'est juste l'histoire qui n'est pas encore arrivée. Donc, on a beaucoup de pouvoir sur l'histoire, mais quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte. McLuhan, qui est notre saint patron canadien du numérique, disait We drive in the future using only our rear view mirror. Right? On conduit dans le futur en regardant dans le miroir, et on sait ce qu'il y a en arrière, mais il n'y a personne qui sait ce qu'il y a en avant. En même temps, un autre auteur canadien que j'aime bien qui s'appelle William Gibson dit The future is already here, it's just not evenly distributed. Right? Le futur, il arrive depuis 25 ans. Le futur, ce qu'on pense être le futur, quand j'étais petit, on écoutait la télé, on disait Hey, attends, ils vont se faire des vidéoconférences. Ton téléphone, il va avoir un écran. Qu'est-ce qui arrive si tu es dans la douche? C'est confus. En même temps, ce serait comme mon troisième de 4 constats. Le numérique, là, on en parle
puis on en consulte, puis on s'en échange, puis on est conscient depuis au moins 20-25 ans. J'ai ressorti Nicolas Negroponte, qui était au MIT, qui était le premier éditeur en chef du Wired. En 1995, il parlait de qu'est-ce qui est différent. Lui, il appelle ça bits and atoms. Mais tu sais, c'est comme si le numérique et le physique. En 1995, il y avait des gens qui avaient cette réflexion-là que le numérique n'a pas les mêmes règles, n'a pas les mêmes défis, n'a pas les mêmes opportunités que le physique pour certaines raisons très, très précises. Et ça, on le sait depuis 25 ans, mais il faut se le rappeler constamment. Et ce qu'il disait, c'est fascinant, il dit, en 1995, il disait, la distribution et le mouvement des bits du numérique est complètement différent des atomes. Et je pense qu'un de nos défis qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des systèmes qui sont en place, appelons-le les systèmes du 20e siècle, de la ressource naturelle, du manufacturier, de la géographie, qui ont des contraintes, des conditions qui ne sont pas favorables au numérique, parce qu'ils ont été établis dans un autre contexte. Pour moi, ça reste un des grands défis. Puis, ce qu'il dit en 1995, c'est je pense que tout le monde va être numérique un jour, mais ça marche pas présentement, mais quand ça va marcher super bien. Et on verra si ça marche super bien, on échangera ensemble pour voir. Dernier constat, après ça je vous laisse tranquille, j'arrête de parler, c'est que le numérique, j'ai pas d'écran aujourd'hui, mais le numérique c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué le numérique? C'est dans tout. Hein? L'inventeur du browser Internet, Marc Andreessen, qui est aujourd'hui un investisseur en capital de risque, ça m'a montré qu'il faut être nerd et investisseur. C'est un modèle pour moi. Il disait que software is eating the world. Right? La technologie aujourd'hui, le numérique, c'est dans tous les domaines. C'est des défis de ressources humaines, c'est des défis de processus, c'est des défis de produits, c'est des défis de chaîne de valeur. Et donc, c'est un peu faux. Le mot numérique, peut-être, c'est comme il est brillant, puis on regarde tout le numérique, mais peut-être qu'il nous cache quelque chose qui est plus important, c'est le changement constant. Et ça, c'est pas à cause du numérique, mais le numérique l'accélère. Le changement organisationnel, c'est le résultat et la conséquence du numérique, et le changement constant. Et ça, et je laisse la parole à mes panélistes après. Si vous pensez qu'aujourd'hui, on va trouver quelque chose, puis qu'après, ça va être fini, puis qu'on n'en reparlera plus, oubliez ça. Si vous êtes dans la génération de, mettons, après Beau Dommage, puis avant les 3 accords, vous êtes de cette génération qui, toute votre carrière, ça va être le changement. Fait que je vais laisser Glenn nous raconter un peu comment il est arrivé chez TFO et pourquoi il y a eu tous les changements numériques chez TFO. Après, on va passer la parole à Jacinthe et à Clément. Alors bonjour et merci de l'intro. Moi c'est simple, je suis un artiste-interprète, musicien, chanteur, compositeur très manqué. Et c'est pour ça que je me suis tourné sur d'autres carrières pour essayer de gagner ma vie. Mais je suis arrivé à Groupe Média TFO par le hasard des circonstances, savoir qu'il y avait des gens qui siégeaient sur le conseil, qui cherchaient une nouvelle direction générale pour enfin trouver un parcours numérique pour une station de télévision traditionnelle, linéaire, qui était en déclin. Et du fait que c'était public, du fait que c'était éducatif et que c'était en français, dans un milieu minoritaire, savoir à Toronto et en Ontario, ça m'a interpellé, puis c'est ça qui m'a amené là. Et depuis les 6 dernières années, on fait ce virage, un virage qui continue de faire son virage, parce que nous ne le voyons pas comme étant un processus qui a un début et une fin, mais une continuité. Je vous dis 30 secondes, pour moi, le numérique, c'est un levier. La nécessité qui nous a amené chez Groupe Média TFO à faire les changements qu'on a fait, nous a ouvert les yeux sur les opportunités, le levier du numérique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des succès que nous n'aurions jamais pu avoir, nous n'aurions jamais pu même rêver avoir si nous étions encore dans l'ancien monde. Alors bonjour,
moi, j'ai commencé, j'ai étudié en cinéma. Et quand je suis sortie de l'école, j'ai commencé en vidéoclip. Et c'était l'époque où Napster arrivait. Alors moi, je suis arrivée avec le drame de la musique. Ça va pas bien, on a beaucoup de budget. Notre industrie est en péril. Et j'ai basculé du vidéoclip à la musique classique pour travailler dans une étiquette de disque. Où de 2005 à 2016, j'ai développé une distribution numérique directe où j'ai développé des partenariats directement avec Spotify, iTunes, Google, YouTube, plutôt que de faire affaire avec un intermédiaire, un distributeur, ce qui est peut-être la majorité des gens en musique. Ce qui a amené un paquet de défis et depuis 2016, j'ai décidé de me mettre en danger et de devenir consultante. Donc, je travaille avec des artistes, des petites compagnies, des organismes au niveau du numérique et au niveau musical en général. Une des choses au niveau du numérique, je rejoins un peu du levier, mais c'est aussi le discours alarmiste continuel que moi j'ai vécu depuis que je suis dans ce milieu-là. Quand est arrivé Napster, je l'ai vécu un peu. Quand est arrivé iTunes, là, tout le monde disait téléchargez pas la musique sur iTunes, on fait moins d'argent que sur des CD. Et là, c'est oui, et après ça, ça a été le streaming, c'est moins payant, donc on continue de télécharger. Les modèles changent, les revenus sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'on voudrait. C'est un fait, mais en même temps, ça change pour le mieux plus ça avance. J'ai un tempérament un peu optimiste et je pense que ça va continuer comme ça. Par contre, il faut prendre ce virage-là, il faut s'impliquer. C'est ça la clé au final. Donc, moi, j'ai travaillé je continue de travailler beaucoup dans le monde du livre. Mais ce que je voulais mettre sur la table ce matin pour lancer des discussions, c'est que j'ai eu la chance de travailler en France dans un grand groupe d'édition exactement au moment où l'édition aux États-Unis constatait ses premières erreurs, c'est-à-dire d'avoir un peu tout donné sur son marché, de s'être confié à Amazon, à Overdrive, à quelques très grands acteurs qui avaient très bien compris l'intérêt en offrant des services gratuitement aux éditeurs. Donnez-nous vos fichiers, on va s'occuper de tout, on va tout faire. Et là, l'édition aux États-Unis constatait qu'il y avait un coût indirect absolument colossal à cette illusion de gratuité. Et les grands groupes d'édition français, à ce moment-là, se sont dit comment on fait pour ne pas tomber dans le même piège. Comme c'était des grands groupes industriels, ils se sont dit on va chacun se donner nos outils pour faire aussi bien que Amazon, Overdrive et les autres. Ce qui était quelque part une illusion parce que même de leur taille à eux, ils sont tout petits devant ces nouveaux géants. Le temps passé, toutes sortes de circonstances, je suis revenu au Québec au moment où l'édition québécoise aussi se posait la question de comment éviter ce piège. Et là, comme on a la chance d'être des tout petits joueurs, on ne pouvait pas se faire l'illusion de créer chacun notre outil pour faire face aux grands. Et là, le défi, ça a été d'essayer de coordonner un peu tout le monde, les réflexions, de se donner une vision partagée. Ça ne veut pas dire une vision commune. Moi, je pense que c'est important de dire partager. Ça suppose qu'il peut y avoir des nuances dans les interprétations de chacun, mais on convient d'une direction générale à suivre, des efforts à faire, des compromis à faire, de chacun ce qu'on va abandonner pour espérer travailler et être plus fort ensemble. Et on a réussi à mettre en place, dans ces conditions-là, avec l'ANEL, avec la collaboration, des discussions avec les libraires, avec les bibliothèques, une plateforme de distribution qui permettait non pas, là je réagis à la provocation d'Alexandre Pfeiffer hier, de bâtir quelque chose de nouveau à côté, à la place de, pour éviter d'aller vers Amazon, Marshall et autres, mais de se donner les moyens de jouer avec un certain rapport de force avec ces gens-là. Ce qui est déjà une très grande ambition de donner les rapports de force, de travailler avec ces géants-là. Mais c'est là-dessus qu'on a travaillé. Non pas dans la substitution, mais dans se donner des outils collectifs pour aller plus loin. Et ce qui est intéressant dans la suite de l'histoire, puis là je ne prendrai pas plus de temps, mais il reviendra, c'est que par la suite, il y a des éditeurs français qui ont abandonné leurs outils à eux, qui ont adopté la plateforme qu'on avait développée ici, qui se sont joints à une plateforme semblable, à des normes, à une approche semblable, des éditeurs espagnols, des éditeurs italiens, et
tous ces gens-là ensemble, ben, de facto, ça nous donne aujourd'hui un certain rapport de force devant les grands. Petit. On a encore à travailler là-dessus, mais ça nous donne quand même une base de travail qu'on n'aurait pas eu autrement. Ce qui est intéressant, à l'époque, moi j'étais consultant pour la BTLF, qui est la Banque de titres de langue française, et on a décidé sciemment de ne pas investir la majorité du budget qu'on avait dans la plateforme ou dans la technologie, même si je suis un gars de technologie, mais plutôt dans l'éducation et dans les formats. Et à l'époque, le nerf de la guerre, avant de se rendre aux plateformes, le nerf de la guerre, c'est la donnée en numérique. Et donc, on a travaillé avec un standard international qui s'appelait ONIX. Et on a même amendé le standard ONIX aux besoins de la BTLF et du marché qu'on avait ici au Québec, en partenariat avec la France, avec la Belgique. Et donc, cette idée de dire, ben, la francophonie numérique aussi, elle existe. Hein? Puis ça, c'est intéressant parce que moi, je me considère peut-être parfois plus citoyen du réseau que comme Québécois ou comme Montréalais. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a un peu l'utopie de la une plateforme. Puis on a le GAFA, comme j'ai entendu, les Google, les Amazon, les Facebook, les Apple, nous donnent cette perspective-là, mais l'Internet, c'est la plateforme des plateformes. Là. Puis cette idée-là de dire, c'est beaucoup plus un écosystème qu'une question de une ou deux plateformes. C'est des multitudes de plateformes. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ça, parce que pour moi, ce qui est vraiment intéressant dans le numérique, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques, puis de façons de faire, puis de savoir-faire qui sont très transférables, en fait, qui sont très, très possibles d'amener du livre à la musique, à la télé, au cinéma, aux jeux vidéo. Fait que j'aimerais ça parler un petit peu de ça avec vous, peut-être certaines expériences, certains succès, petits ou grands, que vous avez eus, qui vous pensez qu'ils sont transférables à d'autres secteurs. Oui. Alors, moi, je vais vous parler des leçons que nous avons apprises sur le parcours de notre virage jusqu'à présent. La première leçon, c'est que le parcours est sans fin. Nous allons vivre un moment de disruption à chaque jour de chacun et de chacune de vos carrières pour le restant de vos jours. Il n'y a aucun doute. C'est stimulant, c'est une belle aventure. C'est une aventure de croissance de connaissances. C'est une aventure de croissance d'opportunités. Et c'est là où le levier numérique prend toute sa forme. Alors, les leçons qu'on a apprises, premièrement, que j'ai appris entre autres, le statu quo est toujours à remettre en question. À tous les jours, dans tous les instants. Et c'est probablement la chose la plus difficile à cultiver dans une équipe, ce désir de toujours se réinventer et de se poser pourquoi on est là. Pourquoi on est 125 ici ce matin? Pourquoi on est 4 sur scène? Est-ce qu'on représente 4 points de vue? Est-ce qu'il y en a 22 points de vue? Est-ce qu'on est là pour en représenter d'autres que le nôtre? Toujours se demander ces questions sur le statu quo parce que, autour de nous, tout change et les prémices changent. Deuxième leçon, les sentiers battus, ce sont des sentiers battus par d'autres hier. Si vous êtes dessus, vous êtes sur le parcours d'hier. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais parcours, mais combien longtemps allez-vous aller sur le parcours d'hier et vous devez regarder pour d'autres parcours pour aller plus loin. Troisième leçon, la diversité de votre force de travail sera sûrement un atout incontournable. Chez nous, on a 215 employés, on a 33 pays, 33 nationalités représentées. J'ai jamais eu, moi, le privilège de travailler avec autant de diversité, avec autant de filtres de vie que ceux que j'ai dans mon entourage. Et c'est une valeur extraordinaire. Quatrième leçon, les publics et les marchés sont nombreux dans l'espace numérique à vouloir s'intéresser à vos contenus et à vos œuvres. Nous, on a développé des marchés sur des endroits qui étaient impénétrables de nos yeux, parce qu'on se dit, il n'y a pas d'intérêt. Alors, je vous en parle. On a commencé avec la Louisiane. On nous dit, ben oui, il y a des francophones en Louisiane. OK? Ça a débouché sur une entente avec le réseau national PBS Learning Media, qui était à la recherche de contenus francophones. Je ne le savais pas jusqu'à ce qu'on nous le dise. Mais le fait qu'on était en Louisiane a débouché sur PBS. Et c'est là qu'on a découvert que sur leur plateforme, qui est possiblement la plus importante plateforme au monde en contenu éducatif, qu'il y avait un désir d'ajouter des contenus francophones faits au Canada. Autre valeur intéressante, les contenus éducatifs, à mon sens,
ont énormément de portée dans le monde d'aujourd'hui. Je reviens de Barcelone parce que je voulais aller voir le Mobile World Congress. Pas pour aller voir les joueurs du sans-fil, mais pour voir ceux qui jouent avec les joueurs du sans-fil, ceux qui proposent des solutions aux joueurs du sans-fil, ceux qui veulent s'ajouter dans la proposition de valeur aux consommateurs du sans-fil. Et il y a plein d'opportunités de contenu dans ce marché-là aussi. Moi, j'ai plusieurs exemples. La première chose, je dirais surtout, c'est de s'entourer. Développer votre réseau de secteur, votre réseau hors secteur, hors culturel, votre réseau de consommateurs. Moi, il y a beaucoup de discussions que j'ai eues où j'avais un chapeau producteur ou un chapeau genre de l'industrie et je me discute avec des gens du web ou des consommateurs de tous les jours et ça remet systématiquement mes positions en question. Et ça permet d'aller plus loin, de porter la réflexion plus loin, de développer au niveau des publics des choses plus intéressantes. Donc ça, c'est hyper important. Et au niveau de la veille technologique aussi, ça aide énormément parce que c'est lourd à prendre tout seul, aller chercher toutes les informations tout le temps. D'avoir un bon réseau, souvent, ça t'amène systématiquement du input avec lequel tu peux travailler, tu peux essayer de développer. Par la suite. Fait que ça, c'est la première chose. Le côté, je suis un consommateur. Souvent, on s'oublie, là, on se voit comme des gens qui produisent du contenu, qui sont des créateurs, mais on oublie le fait qu'on est des consommateurs nous-mêmes et de s'observer de façon détachée. Des fois, ça nous donne aussi beaucoup d'informations sur ce qu'on fait et ce que les autres font également. Et décloisonner, j'aimais bien le côté extérieur. Moi, j'ai eu des succès étonnants où il y avait des plateformes de streaming au Brésil. Et je me mettais à voir des gens qui aimaient ma musique francophone. Et j'avais fait aucun pushing commercial au Brésil. Mais l'algorithme, le bouche à oreille, les playlists, tout ça faisait en sorte que tout à coup, mon contenu sortait. Et sur les fanpages des artistes, il y avait des noms à consonance portugaise ou latine. Donc, il faut essayer de sortir de notre cadre où je fais du francophone. Donc, ça se passe au Québec, ça se passe en France, ça se passe en Belgique. Les genres et la langue n'est pas tant un obstacle. Il y a des opportunités potentielles à aller chercher. Puis ça, je pense que c'est important de les voir et de les saisir quand ça passe. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Là, comme on s'est dit qu'il ne fallait pas être toujours d'accord, je vais lancer quelques affaires. Je vais ajouter comme première leçon que j'ai appris. Je suis d'accord avec le fait que le changement va être là de façon durable. Je pense que ça, on l'a compris, on le constate encore dans ce forum-là. Mais je pense qu'il faut surtout arrêter de résister à ce changement-là. Et ça, je ne suis pas sûr qu'on le fait. Et pour moi, c'est une partie de l'inconfort que plusieurs d'entre nous avons eu hier, c'est que dans l'exercice plus ludique du début de l'après-midi, on ose les propositions, puis dès qu'on se met à en trier, on devient très conservateur et on revient à des solutions faciles, souvent demander plus d'argent, et ainsi de suite. Et là, ça m'amène à deux éléments important, c'est pour moi l'innovation qui est la seule réponse efficace au changement dont on parle. Ça ne peut que commencer en abandonnant quelque chose. Ça ne peut pas se faire en empilant tout le temps. Donc, la première question qu'on devrait se poser, c'est si je crois profondément qu'il va falloir innover pour faire face à la situation, qu'est-ce que je suis prêt à laisser derrière moi? Qu'est-ce que je suis prêt à laisser sur la table? Puis après ça, commençons à discuter en ayant chacun mis quelque chose de côté. Ça, c'est un exercice qu'on avait pu faire hier. Deuxième élément, commencer par demander de l'argent, c'est un piège. En particulier dans le monde culturel dans lequel on est, l'argent est surtout associé à des règles, un cadre, des réglementations, des lois et tout. Et souvent, le vrai obstacle, il est caché là, beaucoup plus que dans la quantité d'argent qu'on distribue. Fait qu'on devrait des fois s'empêcher de parler d'argent. Pas parce que c'est pas important, c'est sûr que ça va être un nerf de la guerre à la fin, mais parce que si on le prend par là, ça nous empêche de voir qu'il y a d'autres contraintes beaucoup plus lourdes qui conditionnent le monde dans lequel on essaye d'innover. J'aimerais juste rajouter sur l'innovation 30 secondes.
innovation dit échec. Et ça fait partie de l'équation. Et l'échec en soi, c'est une opportunité de grandir comme équipe mais comme individu aussi. Et dans l'innovation, il y a cette capacité de l'être de non seulement se découvrir, mais découvrir des talents chez les autres. Et c'est cette ouverture sur cette découverte et la collaboration qui amène vraiment des belles opportunités d'innovation. Nous l'avons vu avec des partenaires. Ce que nous faisons à l'interne chez nous, c'est une partie de l'œuvre. Ce qu'on fait avec nos partenaires, puis il y en a certains qui sont ici, c'est ça où vraiment on réussit, parce qu'on s'alimente et puis on se ressource avec ses capacités, ses forces et ses expertises d'ailleurs qui viennent ajouter à nous. Donc, plus il y a de collaboration dans la formule innovante, plus fort. Oui. Puis, il y a quelque chose d'important là-dedans. C'est sûr que, c'est quoi la maxime, là, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est sûr que c'est plus de travail, la collaboration. Mais si on regarde l'informatique, le milieu duquel je viens, pourquoi les programmeurs ont inventé l'open source selon vous? Parce que les meilleurs programmeurs, c'est les plus paresseux. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas réinventer la roue, ils veulent faire des nouvelles affaires. C'est bien plus intéressant intellectuellement de programmer quelque chose qui n'a jamais été programmé que de refaire l'affaire qui a déjà été programmée 800 fois. Pourquoi on fait ça? Et cette culture-là est importante parce qu'il y a une réalisation que c'est une stratification de la valeur. Et de construire de la nouvelle valeur par-dessus quelque chose qui est déjà établi, c'est beaucoup plus porteur que de constamment réinventer la roue et de refaire ce qui s'est fait ailleurs. Et la collaboration, c'est un peu pour ça. C'est pour collectivement de se dire, ne réinventons pas la roue ensemble. S'il y a des choses qui marchent bien ailleurs, c'est pas du piratage, c'est de l'inspiration. Il n'y a personne en musique qui va prétendre qu'il fait de la musique inspirée de personne. Il n'y a aucune réalisatrice qui va dire qu'il n'y a pas des influences visuelles, des influences stylistiques qui lui viennent de construire son art sur ce qui a été développé avant elle. J'ai l'impression que en entrepreneuriat culturel, dans les industries culturelles, en anglais on dit « not invented here », c'est ce syndrome-là de « c'est mon projet, c'est moi qui le fais, je vais le faire pour moi, je vais faire ma plateforme québécoise pour le contenu québécois ». C'est comme une demi-bonne idée. C'est pas se rendre au bout de la réflexion qui dit « bien sûr, ça serait chouette un Facebook québécois, mais il va être compatible avec le Facebook de l'Ontario? Puis je vais être capable d'envoyer des messages au Facebook du Vermont? » L'Internet, le numérique, sa valeur principale est dans l'accès. Et le protectionnisme culturel, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire en numérique. Si je veux partager avec mon fils une chanson des French Bee des années 90, puis qui n'est pas sur Spotify, puis je ne peux pas y envoyer un URL dans Snapchat, la seule fois que j'utilise Snapchat dans le mot, parce que ça, je parle avec mon fils, je ne fais pas ça dans la vie, je suis trop vieux, il ne va pas écouter cette musique-là. Et donc, le défi de l'accès, on est mieux de faire un peu moins d'argent, tu parles des plateformes de streaming, on est mieux de faire un peu moins d'argent tout de suite pour que la culture soit accessible, que d'essayer de faire plein d'argent pour que la culture soit pas disponible. Moi, j'aimerais ça ajouter aussi, c'est arrivé souvent où j'ai parlé à des organismes, puis quand il est question d'un projet numérique, d'avoir une initiative numérique, la première chose qu'on me dit, c'est « Ah, il faut que j'aille chercher une subvention pour payer cette personne-là. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça devrait faire partie de vos habitudes de vie. Votre quotidien devrait être teinté de numérique. Vous devriez à tous les jours inciter votre staff, vous-même, à avoir des initiatives, tester des affaires. Des fois, il y a des petites choses que vous pouvez faire qui vont vous amener plus loin, plutôt que de toujours viser l'espèce de gros projet mobilisateur, collectif, où on va investir énormément d'argent, alors qu'il y a plein d'initiatives que chaque entrepreneur peut faire à sa façon et intégrer dans ses pratiques d'affaires au quotidien. Mais souvent, il y a toujours l'aspect de c'est coûteux. Mais si vous le décortiquez en petits bouts, ça devient beaucoup plus facile à intégrer régulièrement et beaucoup moins lourd. Puis ça va sûrement vous donner des initiatives pour plus tard où vous allez pouvoir aller chercher de l'argent pour des plus gros projets, mais au moins vous allez avoir fait un bout de chemin par vous-même. Et ça part de là nécessairement. L'autre élément que je mettrais, c'est on parle beaucoup de collaboration, et souvent,
je trouve qu'on donne l'impression que collaborer, ça veut dire être d'accord tout le temps, que tout va bien se passer. C'est pas vrai. Au fond, collaborer, c'est entrer en relation avec plus de monde qui ont plus de points de vue. C'est sûr qu'il va y avoir du calcaillage, puis il va y avoir des désaccords, puis ça fait partie du processus qu'on cherche, parce que c'est de là qu'il a décidé qu'on aille. Nos efforts, il faut qu'on les mette à définir une vision commune d'où on s'en va, puis de savoir que ça va, quels que soient les efforts qu'on va faire, ça ne va pas se passer comme on l'aurait prévu. C'est sûr et certain. Il va y avoir des points de vue qui vont émerger, des choses qui vont nous déranger en cours de route qu'on n'avait pas prévu. L'effort qu'on devrait faire, je trouve, dans des événements comme aujourd'hui, c'est pas se mettre d'accord nécessairement sur le prochain pas, sur l'autre d'après, sur ce que toi tu vas faire, ce que toi tu vas faire. C'est, on est tous d'accord que c'est là qu'on s'en va. Puis après ça, acceptons qu'il y aura plusieurs voies, il va y en avoir des conflictuels, puis il ne faudra pas essayer de les éteindre, mais au contraire, ça fait partie du jeu. Puis dans le monde du livre, même avec des outils très partagés, il y a des points de vue qui s'opposent, des gens qui ne sont pas d'accord avec des gestes que d'autres posent. Puis après, justement, ça nous permet d'avancer. Oui, puis je pense que il y a aussi une façon de repenser comment on travaille. Hein. On parlait de la CSN, hein. La CSN du 21e siècle, c'est le Conseil supérieur du numérique. C'est de dire, il y a des modèles dans d'autres géographies, dans d'autres juridictions. En France, c'est le Conseil national du numérique, mais ça ne marche pas exactement. Mais c'est très similaire au Conseil supérieur de l'éducation. Il y a un devoir de service public, il y a un devoir d'avoir une vision d'accompagnement de 10, de 25 ans, pas d'un cycle de 3-4 ans. Et ça, je pense que c'est un des défis qu'on a au niveau de la manière dont on accompagne, on finance, on subventionne les industries culturelles. On ne va pas faire on n'est plus à l'époque de faire un plan pour les 5 ou les 10 prochaines années. On est à l'époque de mettre en place un accompagnement continuel pour les 5, 10, 25 prochaines années. Quelque chose qui relève de l'Assemblée nationale beaucoup plus que des gens qui sont élus. Quelque chose aussi qui est, pour moi, j'ai même mentionné tantôt, la manière dont on subventionne, façonne nos industries et nos marchés culturels. Et la première transformation, elle devrait être là. Hier, sur scène, on avait des mots comme facile, léger, rapide. Est-ce que c'est mieux de faire 10 projets qui reçoivent 1 million ou plein de projets qui reçoivent 100 000 pour faire quelque chose dans les 3-6 prochains mois? Moi, je suis plutôt de la deuxième école. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des projets. Une fois que tu auras fait ton projet, ton petit projet, que tu auras avancé. Oui, il y a des projets qui nécessitent des millions ou même des milliards, si on parle de plateforme, d'investissement. Mais c'est une chose que j'ai appris depuis que je suis dans le capital de risque, c'est que si on pouvait choisir les bonnes compagnies d'avance, ben, ça ne serait pas du risque. Et donc, on se trompe tout le temps. Même si on est vraiment, vraiment bon, après 10 ans, les associés de John me disaient, fait 10 ans que je fais ça, je ne sais pas vraiment si je suis super bon. Je sais que j'ai des trucs qui marchent bien, mais les vrais retours, ils prennent 7 ans, 9 ans, 11 ans à arriver. Fait que, si on veut faire des grands projets très porteurs, il faut qu'on soit prêt à prendre le risque qui ne vont pas fonctionner. Fait que moi, je me dis, tant qu'à tout mettre mes œufs dans le même panier, peut-être qu'on est mieux d'avoir plusieurs paniers. Là-dessus, je vous poserai la question, qu'est-ce qu'on pourrait changer qui nous aiderait? C'était pas comme ça que j'avais posé la question. mais puis peut-être que je peux l'ouvrir à la salle aussi, pour pas trop vous mettre sur le spot. Il y a des choses qu'on pourrait changer dans la manière dont on subventionne ou dont on accompagne nos industries culturelles qui auraient un impact selon nous? Moi, je lance une piste. Forcer la collaboration et le partage. Moi, je pense que le numérique se gagne comme ça. Je pense qu'on est dans un mode où, entre nous, on regarde et on ne voit que des compétiteurs autour de nous. Et là, quand on arrive pour essayer de provoquer un partage, souvent, on a peur de donner notre recette à notre voisin parce qu'on se dit qu'il va nous copier. En numérique, ça ne marche pas comme ça. Ta recette ne va pas fonctionner nécessairement pour le voisin. Le voisin peut partir de ta recette, par contre, pour développer la sienne.
Et donc, ça change complètement la façon de voir les choses. Et ça, c'est pas assez provoqué. Et ça, il faudrait le forcer, je pense. Moi, je vais aller dans le même sens. Je vais essayer de provoquer encore plus. Moi, je pense que, tant qu'à lancer une idée, on pourrait conditionner un paquet d'aides publiques à la mise à disposition de l'industrie des données d'usage de ce qu'on apprend dans une expérience qui est financée par les pouvoirs publics. On devrait dire, si vous avez besoin d'argent public pour développer votre projet, toutes les statistiques qui vont sortir de ça devraient être mises à contribution de l'ensemble des acteurs pour qu'on apprenne tout le monde ensemble. Ça réglerait aussi un autre problème. On est toujours dans le problème de dire, oui, mais si je subventionne cette entreprise-là, des avantages des autres, bien, pas forcément dans un contexte comme celui-là, parce que si on finance l'entreprise A à condition qu'elle partage ses données, on va peut-être s'assurer que l'entreprise B, C et D ne répétera pas les mêmes erreurs. On va peut-être accélérer d'autres développements plus tard, ça sera chacun son tour d'être en avant du train. Mais la condition, c'est si vous voulez de l'argent public, vous partagez vos données. Si vous ne voulez pas partager vos données, il n'y a pas de problème. Vous faites sans argent public. De l'argent public devrait générer des données publiques. Moi, j'ajouterais, Sylvain, que je pense qu'il revient à chacun et chacune de se demander quel est l'impact de nos actions. Surtout lorsqu'il s'agit, dans le cadre de la question ici, de subventions publiques. Tout le monde, je pense, peut constater que la façon que les contribuables voient la chose publique est en évolution elle aussi. Que ce soit les politiques ou que ce soit les instances politiques ou la façon que les décisions politiques sont prises, les gens s'interrogent sur la façon que tout ça porte des valeurs pour eux ou des valeurs qui sont près de leurs valeurs. Donc, je pense que lorsqu'on fait affaire à des subventions publiques, il faut retourner sur la question de quelle est la valeur de ces subventions-là sur le contribuable. Et donc, l'œuvre qu'on cherche à développer et à soutenir, je pense qu'il faut la traduire un peu plus sur le « what's in it for the taxpayer ». Il faut le dire, il faut arriver, je pense, à se poser cette question-là, parce que si on attend après d'autres pour mettre à jour les mesures de rendement des subventions, ils le feront à notre place, et pas nécessairement comme on le souhaite. Oui. Et il ne faut pas oublier qu'il y a deux principes super simples en numérique, c'est que si vous ne vous occupez pas de vos données, quelqu'un d'autre va s'en occuper. Alors ça, on parlait de métadonnées, là, on n'entre pas dans l'XML, mais ça, c'est une réalité. Si vous êtes producteur, si vous émettez, vous distribuez, vous publiez des contenus culturels, les métadonnées de vos œuvres devraient vous appartenir et vous êtes sûr et de les enrichir va vous aider dans le numérique. Et le deuxième pan, et c'est ce que Glenn, Glenn faisait allusion, le numérique est mesurable par défaut. Et si vous ne mesurez pas, vous n'avez pas plein de métriques, puis de mesures, puis de visualisation, de visionnement, de partage, d'échange, de consommation, de vente, de peu importe, si vous ne mesurez pas vos efforts numériques, vous êtes à côté de la traque. Je veux dire, on ne peut pas faire du numérique sans mesurer. Et souvent, j'ai vu des projets de grande ampleur numérique avec aucune mesure. Tu sais, on l'a vu je pense que c'est le Fonds des médias commence à demander une mesure sur les œuvres numériques. Si vous ne mesurez pas vos performances, vos résultats, vous n'êtes pas dans la game. Je rajouterais ce que Clément disait, puis après on va faire un petit dernier tour pour la conclusion. De partager ces chiffres-là, ça vous garde aussi honnête et groundé. Une des affaires qui est intéressante chez Twitter, c'était de savoir un compte qui a 10 000 personnes qui le suivent au Québec, une personne qui a 10 000 personnes au Québec, une liste de distribution pan-canadienne avec 100 000 personnes dessus par courriel. C'est bon, 100 000 personnes? Si tu n'as pas l'information des autres, ça c'est de l'information qui est rarement partagée, tu ne le sais pas. Puis un des avantages du numérique quand c'est dans des environnements Internet ouverts comme Twitter, ça reste malgré tout un environnement assez ouvert, tu le sais. Tu le sais que les comptes les plus suivis sur Twitter, ils ont 10 millions de followers. Fait que dans ton marché à toi, dans ton contexte à toi, 10 000 followers au Québec, c'est un compte assez actif, c'est un bon compte. Pas aux États-Unis, par exemple. C'est pas Lady Gaga qui est comme, je sais pas, 32 millions, Justin Bieber. Je ne saurais pas s'il existe si j'avais coupé sur Twitter.
Puis ça regarde l'intérêt, tu sais, ton post là, que tu as mis sur Facebook, là, puis tu as eu 322 visionnements sur ton direct sur Facebook, bien, c'est quoi? Dans notre marché, 322 visionnements sur un événement spécialisé, c'est un bon score. On n'aurait pas dit ça, mais si tu te benchmarks, si tu compares aux autres, puis ça, je pense que, je vais ouvrir la conclusion là-dessus, puis je vais vous laisser la fermer. Je pense qu'on a besoin un peu de sortir de notre bocal. Hier, j'ai trouvé quand même qu'on était, je ne dirais pas en vase clos, mais on était pas mal dans notre bocal entre nous, à se regarder le nombril, puis de se comparer à ce qui se fait en Ontario. C'est déjà pas loin, puis c'est assez facile. De se comparer à ce qui se fait en Europe, puis juste de se mesurer à ce niveau-là. Un, ça nous garde honnête et intègre. Puis deux, ça nous dit, est où la barre? Puis la barre, c'est pas la petite vie qui a des millions de personnes qui la regardent le lundi soir, c'est plus ça la mesure de succès. C'est pas, c'est pas le cliché que tout le monde connaît au Québec, sauf les milléniaux, il y en a deux dans la salle. Bonjour le changement. Merci la relève d'être là. Comme jeune quarantenaire dans une institution. En conclusion, quelques mots, chacun d'entre vous. J'aimerais vous raconter une petite histoire très rapide qui, je pense, s'inscrit dans la question, ou du moins dans une formule de réponse à la question. Nous cherchions des façons de produire des contenus différemment pour engager les publics jeunes avec des contenus en apprentissage sur les plateformes numériques. Et on se rendait compte que malgré tous les efforts qu'on avait faits pour maximiser et augmenter nos flux de production, et d'ailleurs on avait réussi à le faire avec les changements dans nos conventions collectives et autres, qu'on arrivait quand même à un mur. Et donc il fallait se réinventer sur la facette production interne de la maison chez nous. Et on s'est mis à la recherche, encore une fois, pour se poser des questions sur le statu quo. Et on est tombé finalement sur, et j'arrive au point, sur une formule qui est basée sur le jeu. C'est pas surprenant que le jeu soit aussi fort chez les jeunes. Ce sont des valeurs de production très fortes, très engageantes, très mouvementées, très dynamiques. Alors on s'est tourné là-dessus et puis, dans l'espace de 6 mois, on a pu compiler une série d'outils et de technologies et de logiciels tirés principalement du monde du jeu. Et on les a compilés dans une nouvelle façon de produire que vous pouvez voir si vous allez sur luv.tfo.org. Ça s'appelle le laboratoire d'univers virtuel. C'est une nouvelle façon qu'on produit chez nous avec des logiciels qui nous permettent d'aller dans le 3D, dans l'animation, dans l'immersif, dans le responsive, et aussi dans le motion capture. C'est fabuleux, c'est éclatant. On ne fait que commencer à apprendre comment apprivoiser ces outils. Mais au nom de la collaboration, au nom du partage, au nom de l'échange et au nom de s'améliorer nous, on l'ouvre aussi aux autres. Alors on était présent à Prime Time, on était présent à Kidscreen, on sera présent pour l'Association des producteurs du Québec parce qu'on veut que d'autres viennent produire chez nous s'ils en ont envie. Non pas juste pour rentabiliser les équipements, mais pour améliorer le processus créatif. Parce que nous sommes des joueurs, on parle de culture ici, nous sommes des joueurs de l'économie numérique. Nous sommes des joueurs qui ajoutent des valeurs substantielles et tangibles à l'économie de l'Ontario, du Québec, du Canada, du monde. Et dans la mesure où on partage et on fait de l'innovation ensemble, on va mieux développer des talents ici, des façons de faire ici, plutôt que de s'en rapporter aux autres. Fait intéressant, la compilation dont je vous parle a été constituée d'éléments qui sont canadiens, anglais, turcs et croates. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Brièvement, parce qu'on doit conclure. Moi, je vous dirais, mettez-vous en danger. Imaginez-vous que demain matin, il n'y en a plus de financement public. Vous pouvez mourir. Alors, qu'est-ce que vous faites? Et souvent, c'est de là que viennent les bonnes idées. C'est de là que vous allez développer des collaborations avec des partenaires qui peuvent être complémentaires. Dans la survie, il faut se débrouiller. Et c'est souvent un très bon moteur pour aller plus loin. Alors, aujourd'hui, s'il y a un objectif pour sortir un peu de votre bulle, je pense que de partir sur cette prémisse-là, ça peut probablement donner des solutions intéressantes. Moi, je vais ajouter que je pense qu'on n'est pas vraiment prêt à changer. On voudrait tous que le monde change autour de nous autres, puis que ça serait, et qu'on puisse bénéficier des changements que d'autres auraient faits.
Mais dans les faits, on n'est pas prêt à changer. Puis j'en prends pour exemple qu'on se plaint tous, chacun notre tour, dans les ateliers, dans notre quotidien, qu'on n'a pas une vision claire de ce qui se passe, puis de ce qui s'en vient. Mais ça, c'est un choix, cette affirmation-là. Il y a beaucoup plus de données sur ce qui est en train de se passer qu'on voudrait bien le voir, parce que chacun garde les siennes pour lui. On a tous chacun la vision dans un petit trou. Si on était vraiment prêt à changer, qu'on sentait vraiment la nécessité d'eux, on mettrait ces données-là ensemble pour avoir une vision plus claire, on serait mieux outillé pour collaborer. Donc je pense que c'est ça le prochain défi auquel on a à faire face. Et rappelez-vous qu'il y a encore quelques années, il y a des gens de la télé qui appelaient ça le deuxième écran. Si je pose la question aujourd'hui, c'est-tu votre deuxième écran, ça? Non, c'est le premier. Merci. Merci.